Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le premier cours concernant les oligo-éléments. D'accord? Nous allons voir ensemble le premier cours concernant les oligo-éléments. Vous savez que les oligo-éléments, c'est une classe de nutriments, d'aliments. D'accord? Il existe 14 oligo-éléments et aujourd'hui, nous allons voir très précisément l'iode et le cuivre. D'accord? Nous allons commencer avec l'iode et le cuivre. Dans les prochaines séances, vous aurez le reste des oligo-éléments. Parfait. Donc, on commence. Donc, le plan de ce cours sera organisé comme suit. Donc, tout d'abord, nous commencerons d'abord par l'iode. Nous allons voir qu'est-ce que c'est que l'iode, ses caractéristiques. Okay. Les besoins journaliers pour l'homme. Quand on dit besoin journalier, ça veut dire quelle quantité de l'iode doit-on ingérer chaque jour pour assurer nos besoins. D'accord? Ensuite, les sources alimentaires, quels sont les aliments qui sont riches en iode. Par la suite, le rôle et l'importance pour l'organisme. D'accord? Ensuite, la répartition dans l'ensemble des organes de l'organisme. Et par la suite, vous allez constater qu'on a, plutôt avant ça, nous allons voir l'absorption, comment est-ce que l'iode est ingéré par le tube digestif, est absorbé par le tube digestif, le transport dans le sang, son organification par la thyroïde. Vous allez constater que pour l'iode, l'organe de prédilection, c'est la thyroïde. D'accord? Donc il est concentré au niveau de la thyroïde. Et au niveau de la thyroïde, il va être organifié. Vous allez comprendre ça. Par la suite, comment est-ce qu'il est éliminé en dehors de l'organisme. Et enfin, nous aurons un bref aperçu sur les pathologies. D'accord? Pathologie de l'iode. De la même manière, on verra aussi le cuivre. Donc on va voir tout ce qu'on avait vu dans l'iode, on le verra pour le cuivre, la même chose. Sauf que ici, au lieu de voir l'organification dans la thyroïde, nous allons voir la captation dans le foie. Parce que, contrairement à l'iode, le cuivre, il est stocké au niveau du foie. D'accord? Très bien. Parfait. Introduction. Il faut savoir que les oligo-éléments et les minéraux, donc vous avez une classe d'oligo-éléments et l'autre classe, c'est les minéraux. Donc, ce sont des classes de nutriments nécessaires à toute vie d'un organisme. D'accord? Elles sont présentes en quantité très faible. Et elles sont nécessaires, ces éléments-là sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme. Okay? De la même manière, ces oligo-éléments, si on les prend de manière excessive, ils vont devenir toxiques. Donc, ils sont nécessaires à des concentrations intermédiaires, à des concentrations faibles. Si on exagère, on prend beaucoup de ces éléments-là, ils vont devenir toxiques. D'accord? Donc, dans l'ordre du microgramme, si nos besoins sont de l'ordre de microgrammes, on parle d'oligo-éléments. Et si les besoins sont de l'ordre du milligramme, on parle de minéraux. D'accord? Donc, pour les minéraux, la quantité dont on a besoin, c'est de l'ordre de milligrammes. Et pour les oligo-éléments, c'est de l'ordre du microgramme. Ok? Compris? Parfait. Donc, selon l'OMS, il existe 14 oligo-éléments nécessaires. L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Il existe 14 oligo-éléments nécessaires. Vous avez le fer, le cuivre, iode, zinc, fluor, cobalt, manganèse, molybdène, sélénium, chrome, vanadium, éthane, nickel et silicium. Donc aujourd'hui, nous allons voir cuivre et iode. D'accord? Parfait. Nous allons commencer avec l'iode. Caractéristiques. Donc vous savez que, ici nous allons voir quelques notions chimiques. Je sais que ce n'est pas votre domaine, mais il est nécessaire de voir ça. Okay? Donc tout d'abord, définition et les caractéristiques de l'iode. Donc il faut savoir que l'iode fait partie d'un groupe de familles chimiques d'atomes qu'on appelle les halogènes. Donc vous connaissez qu'est-ce que c'est que les halogènes? Tels que par exemple le fluor, le brome, ainsi de suite. Donc l'iode fait partie de ces groupes d'halogènes. Ok? Il porte le symbole chimique I, d'accord? Et son poids atomique est de 127 grammes par mol. 127 grammes par mol. Donc il faut savoir que l'iode, ce iode-là, est relativement rare au niveau de la croûte terrestre. Donc on ne le trouve pas dans la croûte terrestre. Qu'est-ce que ça veut dire croûte terrestre? Ça veut dire dans la terre. On ne le trouve pas. Il est rare dans la croûte terrestre. Par contre, on le retrouve dans les milieux marins. D'accord? Tels que les algues par exemple, tout ce qui est organismes marins, etc. D'accord? Donc l'iode est rare au niveau de la croûte terrestre, mais il est riche, on le trouve d'une manière importante dans tout ce qui est marin ou bien dans le milieu marin. J'espère que vous avez compris. Très bien. Il faut savoir aussi que l'iode a plusieurs formes. L'iode a plusieurs formes. Donc ça, c'est important, il faut connaître ça. Nécessaire pour la suite.
D'accord? Il existe trois types de formes. Trois types de formes avec lesquelles il peut se présenter l'iode. La première forme, c'est la forme diatomique ou bien I2. Diatomique ou bien I2. On l'appelle aussi le diode. Diode. Donc, diatomique, I2, ou bien le diode. Donc, comme tous les halogènes, donc les halogènes ont cette particularité-là, c'est de former avec deux atomes, une molécule à deux atomes. On appelle ça, par exemple, diode, dibrome, difluor, etc., etc. D'accord? Donc, de la même manière, l'iode peut se lier, un atome avec le diode peut se lier avec un autre atome de diode pour nous donner le I2 ou bien le diode. Ce diode-là, c'est un solide, il est à l'état solide, à température ambiante, il porte une couleur grise métallique, d'accord? Et si on le chauffe, il va vous donner des vapeurs violettes, comme ça, des valeurs violettes. Et c'est à cause de cette, plutôt, c'est du fait de cette coloration-là violette qu'on donne le terme iode. Iode, ça veut dire violet en grec, d'accord? Donc, communément, on appelle l'iode la forme diatomique. Mais en réalité, ce n'est pas de l'iode, c'est le diode. Mais communément, on dit iode, mais généralement, on sous-entend la forme diatomique ou bien le diode. D'accord? Compris? Parfait. Maintenant, il existe une deuxième forme, c'est la forme réduite. C'est la forme réduite. Vous savez qu'en chimie, tout ce qui est réduit, ça veut dire que c'est un atome qui a gagné un électron. D'accord? Donc ici, l'iode peut acquérir un électron pour devenir I-. Et ça, c'est la forme réduite. On l'appelle aussi ion iodure. Ion iodure. D'accord? Donc cette forme-là, c'est la plus importante. Pourquoi? Parce que c'est sous cette forme-là que l'iode est non seulement ingéré, absorbé par le tube digestif, d'accord? Et aussi transporté au niveau sanguin. Donc pour qu'il soit ingéré, pour qu'il soit absorbé par le tube digestif, il faut absolument que toutes les formes d'iode soient transformées en ion iodure. D'accord? Sinon, il n'y aura pas d'absorption digestive. Ok? Ça, souvenez-vous de ça, on va voir ça tout à l'heure. Très bien. Et aussi, c'est la forme de transport de l'iode au niveau sanguin. Parfait. Troisième forme, c'est la forme organique de l'iode. Donc tout ce qu'on vient de voir, c'est la forme minérale, ou bien la forme inorganique de l'iode. Maintenant, il existe une autre forme, c'est la forme organique de l'iode. Qu'est-ce que c'est que la forme organique? Ce n'est que des atomes d'iode qui sont liés à des chaînes hydrocarbonées, par exemple, dans le cas des hormones thyroïdiennes. Vous savez que les hormones thyroïdiennes, il en existe deux. Vous avez la thyroxine, celle-là, et vous avez la T3, thyroxine T4, ou bien la triiodothyronine, la T3. Et vous remarquez ici dans la structure de la thyroxine, de la triiodothyronine, vous voyez qu'il y a une chaîne hydrocarbonée liée à des molécules, plutôt à des atomes d'iode. Donc ça veut dire ici que votre atome d'iode, il est lié à une molécule organique, et cette forme-là, c'est une forme organique de l'iode. D'accord? Souvenez-vous de ça. Compris? Très bien. Maintenant, les besoins journaliers pour l'homme. Les besoins journaliers pour l'homme. Donc, selon la FDA, c'est la Food and Drug Administration. OK? Selon la FDA, les besoins journaliers pour l'homme sont de 150 microgrammes par jour. 150 microgrammes par jour. Il faut savoir que ces apports-là, ou bien l'apport nutritionnel recommandé, varie en fonction de l'âge et en fonction aussi de l'état physiologique de la personne. Donc, il n'est pas le même pour un homme ordinaire ou bien une femme ordinaire que pour une femme enceinte. Donc, pour un homme normal, il est de 150 microgrammes. Pour une femme enceinte ou allaitante, il est de 200 microgrammes. OK? C'est simple. Jusqu'à présent, c'est simple. Parfait. Où est-ce qu'on trouve l'iode? Où est-ce qu'on le trouve? Dans quel aliment on trouve l'iode? Donc, comme on vient de le dire, donc l'iode, on le trouve généralement dans tout ce qui est marin, dans tout ce qui est alimentation issue du milieu marin, tels que les crustacés, les poissons, etc. D'accord? On le trouve aussi d'une manière très importante dans le sel de mer, le sel de table issu de la mer. Parce que vous savez que le sel, on peut le produire de deux manières. Soit on le tire directement de la mer, ou bien on le produit d'une manière artificielle. À ce moment-là, il ne sera pas riche en iode. Celui qui est tiré de mer naturelle, il est riche en iode, mais celui qui est produit artificiellement ne contient pas d'iode. Et de ce fait, dans certains pays, on ajoute de l'iode dans le sel, ce qu'on appelle le sel iodé. On ajoute de l'iode dans le sel pour justement combler et pour prévenir justement les carences en iode. D'accord? C'est le cas en Algérie. En Algérie, notre sel est riche en iode artificiellement. C'est pour justement combler le manque d'iode pour les régions internes qui ne sont pas à côté du littoral. D'accord? Très bien. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'il faut savoir concernant les sources alimentaires. Donc tout ce qui est marin et surtout le sel de table issu de la mer. D'accord? Produit à partir de la mer. Très bien.
Maintenant, le rôle dans l'organisme. Quel est le rôle de l'iode? Donc, vous avez déjà entendu sans doute parler de l'iode. D'accord? À quoi il sert, selon vous, l'iode? Alors, quelqu'un peut me dire? Quand vous dites iode dans l'organisme, quel organe vous revient directement? La thyroïde. D'accord? Donc, le rôle, l'unique rôle, en quelque sorte, ou bien le rôle le plus important de l'iode, c'est quoi? C'est le fonctionnement thyroïdien. C'est le fonctionnement de la glande thyroïde. Donc, la glande thyroïde, c'est une glande endocrine qui sécrète des hormones, T4, T3, et elle ne peut pas fonctionner sans iode. D'accord? Pourquoi? Tout simplement parce que les hormones elles-mêmes qu'elle synthétise contiennent de l'iode. S'il n'y a pas d'iode, elle ne pourra pas synthétiser d'hormones thyroïdes. D'accord? Tout simplement. Très bien. Voilà. Et ces hormones, une fois synthétisées, voilà, vous avez la T4 et la T3, une fois synthétisées, ces hormones-là, à leur tour, vont exercer leur rôle et auront des rôles physiologiques. Par exemple, pour faire simple, les hormones thyroïdiennes interviennent dans tout ce qui est métabolisme, accélération du métabolisme, développement du système nerveux central, développement des os, des muscles, ainsi de suite. D'accord? C'est ça le plus important. Et aussi dans le métabolisme énergétique. D'accord? Donc vous allez revoir le rôle des hormones thyroïdiennes, je n'ai pas voulu détailler, lorsque vous allez arriver à l'exploration de la thyroïde. À ce moment-là, vous allez voir en détail les rôles des hormones thyroïdiennes. D'accord? Très bien. Très bien. Maintenant, on va voir la répartition. Où est-ce qu'il se trouve ce iode? Où est-ce qu'il se trouve? Dans quel organe on va trouver beaucoup d'iode? Dans la thyroïde, logiquement. Donc, il faut savoir que l'organisme contient environ 10 à 20 mg d'iode. 10 à 20 mg d'iode. 50% de cette quantité-là est concentrée au niveau de la thyroïde. 50% concentré au niveau de la thyroïde. Le reste est réparti d'une manière non équivalente à l'ensemble des organes. On trouve, parmi le reste de ce iode, on trouve l'iode plasmatique. L'iode plasmatique qui correspond à quoi? Qui correspond au transport de l'iode. C'est grâce au sang que l'iode est transporté à différents organes. D'accord? Il représente environ 0,4 à 0,5 microgrammes par litre de sang. L'iode plasmatique. Et on l'appelle iode inorganique plasmatique. Iode inorganique plasmatique ou bien IIP. IIP. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'iode au niveau sanguin, il est sous forme de iodure, I-. D'accord? Et cet iode-là, il n'est pas organique, il est inorganique. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle iode inorganique, il est minéral. On l'appelle iode inorganique plasmatique. Et cet iode-là, il est transporté non pas librement, mais associé à des protéines. Transporté avec des liaisons non convalentes, non chimiques, mais plutôt des liaisons faibles avec des protéines. D'accord? Telles que l'albumine, par exemple. Ok. Le reste de l'iode, on peut le trouver dans les glandes salivaires, dans les muqueuses gastriques et les glandes mammaires. Ok? Compris jusqu'à présent? Pas de question? Parfait. Maintenant, l'absorption digestive. L'absorption digestive. Par quel moyen on peut absorber l'iode? Il faut savoir que l'absorption de l'iode au niveau digestif se fait soit au niveau gastrique, par l'estomac, d'accord? Mais en grande partie, majoritairement, par l'intestin et plus précisément au niveau du jéjunum. Au niveau des jéjunums. D'accord? Il peut y avoir aussi une faible absorption par la peau, surtout quand il y a, par exemple, dans certains pays, dans certaines traditions, il y a des teintures à base d'iode, comme une sorte de tatouage. Et ces personnes-là qui font des teintures à base d'iode, il peut y avoir des absorptions à travers la peau, des absorptions cutanées. D'accord? Ou bien par les poumons, par inhalation de vapeur d'iode. Okay? Mais la plus grande partie, elle est absorbée par le tube digestif, par l'intestin au niveau du jéjunum. Ok? Ça va? Il faut savoir aussi que, nous avons parlé tout à l'heure, que pour qu'il soit absorbé par le tube digestif, l'iode, il faut absolument qu'il soit sous forme iodure, I-. Donc, sous l'iode organique ainsi que l'iode sous forme de diode alimentaire, il doit, avant qu'il soit absorbé, il faut qu'il soit transformé en ion iodure, sinon il n'y aura pas d'absorption digestive. D'accord? Très bien. Très bien. Maintenant, une fois arrivé à la circulation sanguine, donc nos ions iodures sont au niveau de la circulation sanguine. D'accord? Qu'est-ce qui va leur arriver? Quelle est leur destinée à ces ions iodures? Il va y avoir donc déjà l'iode séjourne, les ions iodures plus précisément, séjournent dans le sang avec une demi-vie de 8 heures. Demi-vie de 8 heures. Ensuite, il va y avoir deux destinées. Soit une partie ou bien un tiers vont rejoindre la thyroïde, d'accord? Ils vont être concentrés au niveau de la thyroïde. Et les deux tiers seront éliminés par le rein. Maintenant, on va voir ici, cette étape-là. C'est très important. Comment est-ce que les ions iodures seront captés par la thyroïde. D'accord? Ok? Très bien.
capture des iodures par la thyroïde. Par quel mécanisme? Ça, c'est très important. Hein. Donc, vous allez revoir ces étapes-là en détail lorsque vous allez faire l'exploration de la thyroïde. Hein. Okay? Donc, j'ai donné les grandes lignes pour que vous puissiez un petit peu être guidé. Mais vous allez voir en détail toutes ces étapes-là lorsque vous allez faire l'exploration de la thyroïde. Tout d'abord, pour qu'ils soient captés, les iodures par la thyroïde sont captés par ce qu'on appelle, sont intégrés à l'intérieur de la thyroïde par un transport actif. Qui dit transport actif, ça veut dire qu'il y a consommation d'ATP, consommation d'énergie. Et qui dit aussi consommation d'énergie ou bien transport actif, ça veut dire que le transport va se faire contre le gradient de concentration. Ça veut dire que du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. C'est-à-dire en d'autres termes que ce transport-là va concentrer l'iode à l'intérieur de la thyroïde. Ce transport-là va se faire grâce à un transporteur spécifique qu'on appelle le symporteur sodium-iode. Symporteur sodium-iode. Ce symporteur-là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est une protéine transportrice qui va nous faire rentrer une molécule d'iode à l'intérieur de la thyroïde, une molécule d'iodure, avec 2 molécules de sodium. Plutôt, un atome d'iodure avec 2 atomes de sodium. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle symporteur, contrairement aux antiporteurs, aux antipores. Très bien. Et ce transporteur-là, on l'appelle le NIS, pour natrium iodide symporteur. On l'appelle le NIS. Donc, quand je parle de NIS, je parle de ce transporteur-là. OK? Ce transporteur-là va concentrer 20 à 40 fois la concentration de l'iode au niveau thyroïdien par rapport au plasma. Ça veut dire que la concentration de l'iode au niveau thyroïdien est 20 à 40 fois plus supérieure que celle du plasma, celle du sang. Ok? Vous voyez un petit peu, c'est pour ça qu'on a besoin d'énergie, c'est pour concentrer un petit peu l'iode à l'intérieur de la thyroïde. Il faut savoir aussi que cette captation, ou bien ce transport-là, est régulé. Il est régulé d'une manière inversement proportionnelle à la concentration de l'iode au niveau sanguin. C'est-à-dire quoi? Quand la concentration d'iode au niveau sanguin est grande, quand il y a beaucoup d'iode au niveau sanguin, ces NIS-là, ces transporteurs-là sont réprimés, sont inhibés. Et quand il y a moins d'iode dans le sang, quand il y a peu d'iode dans le sang, la captation, elle augmente. Pourquoi? Pour combler un petit peu, pour combler ou bien pour compenser un petit peu la baisse d'iode au niveau sanguin. D'accord? Une fois à l'intérieur de la thyroïde, l'iode sera oxydé. Les ions iodures seront oxydés. Nous avons dit que les ions iodures peuvent être oxydés sous forme I2, de I- vers I2. D'accord? Cette oxydation-là est obligatoire et nécessaire. Pourquoi? Parce que lors de la synthèse des hormones thyroïdiennes, il n'y a pas consommation, il n'y a pas exploitation des ions iodures, mais plutôt des diodes. Donc on a besoin de diodes pour former les hormones thyroïdiennes. Donc il faut obligatoirement au préalable oxyder les iodures en I2. Cette oxydation se fait grâce à une enzyme qu'on appelle la thyroperoxydase. La thyroperoxydase en présence de peroxyde d'hydrogène H2O2. Ok? Très bien. Donc première étape capture, deuxième étape oxydation, troisième étape organification. Organification, c'est-à-dire l'organification, il va y avoir fixation. Ça va? Vous arrivez à suivre ou pas? L'organification, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir fixation des ions d'iode, plutôt des molécules d'iode, sur ce qu'on appelle une protéine, ce qu'on appelle la thyroglobuline. La thyroglobuline. La thyroglobuline, c'est quoi? C'est une protéine de grand poids moléculaire qui est riche à l'intérieur de résidus tyrosine, d'acide aminé tyrosine. D'accord? Donc l'iode va venir se fixer grâce à des enzymes spécifiques sur ces résidus tyrosine. Et après fragmentation de la thyroglobuline, on va aboutir à la formation des hormones thyroïdiennes. D'accord? Donc en quelque sorte, la thyroglobuline, c'est le précurseur des hormones thyroïdiennes. D'accord? Après fixation des molécules de d'iode sur la thyroglobuline, il va y avoir après découpe de cette thyroglobuline pour donner les hormones thyroïdiennes. Je sais que ce n'est pas vraiment clair, je n'ai pas voulu détailler, vous allez voir tout ça en détail lorsque vous allez faire la synthèse des hormones thyroïdiennes dans le cours de l'exploration. Maintenant, le plus important à connaître, c'est quoi? C'est qu'il y a capture, oxydation, puis intégration sur la thyroglobuline. D'accord? Compris? Parfait. Donc le reste, l'iode qui n'a pas été consommé, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va quitter la thyroïde grâce à une diffusion passive, par simple diffusion passive. Les hormones thyroïdiennes qu'on vient de former ici, une fois qu'elles aient fait leur rôle, elles ne seront pas perdues, elles seront recyclées. Et l'iode qu'elles contiennent pourra être réutilisé grâce à des enzymes bien spécifiques. D'accord? Très bien.
Il faut savoir aussi une information importante que l'ensemble des étapes de formation des hormones thyroïdiennes au niveau de la thyroïde sont stimulées par la TSH. La TSH ou bien la Thyroid Stimulating Hormone. On appelle ça la TSH. Donc toute l'activité de la thyroïde est stimulée par la TSH. Et en même temps, la TSH elle-même qui est sécrétée par l'hypophyse, elle est rétro-inhibée par les hormones thyroïdiennes. C'est-à-dire, quand il y a beaucoup d'hormones thyroïdiennes, la sécrétion de la TSH, elle est freinée. D'accord? De telle manière à ce qu'il n'y ait plus de synthèse d'hormones thyroïdiennes. Et quand il n'y a pas beaucoup d'hormones thyroïdiennes, la TSH, elle est stimulée de telle manière à stimuler la thyroïde pour donner les hormones thyroïdiennes. D'accord? Compris? Donc TSH stimule la thyroïde pour donner les hormones thyroïdiennes, et les hormones thyroïdiennes inhibent la TSH, de telle manière à ce qu'il y ait une régulation. Ok? Très bien, parfait. Maintenant, l'élimination de l'iode, il se fait par quelle manière? Donc ici, une fois qu'on a utilisé l'iode, le reste de l'iode va être éliminé. D'accord? L'excès d'iode va être éliminé. Son élimination va se faire principalement par voie rénale. Ok? Donc en effet, l'iode est complètement filtré par le glomérule des néphrons, complètement filtré, et réabsorbé en grande quantité par les tubules. Le reste il sera éliminé par les urines. D'accord? Donc la clairance du rein par rapport aux ions iodures, elle est de 30 à 40 ml par minute. 30-40 ml par minute. Est-ce que vous savez ce que c'est que la clairance? Vous n'avez pas fait l'exploration rénale? La clairance, c'est quoi? C'est tout simplement, pour faire simple, c'est le volume de sang, ou bien le volume de plasma qui a été filtré d'une substance donnée à chaque minute. D'accord? C'est pas la diurèse, non. C'est pas la diurèse, c'est autre chose. C'est la quantité d'urine urinée durant la journée. D'accord? La clairance, c'est quoi? C'est le volume de plasma, c'est le débit du plasma par minute qui a été filtré d'une substance donnée. Par exemple, ici, on peut dire que 30 à 40 millilitres de sang par minute sont filtrés, sont totalement épurés de leur iode. Parfait. Il faut savoir aussi que cette clairance rénale, ou bien cette élimination rénale de l'iode, est indépendante de la concentration d'iode au niveau sanguin. Contrairement, par exemple, à d'autres atomes, tels que le sodium, par exemple. Vous savez que le sodium est finement, l'élimination du sodium par le rein est finement régulée. Quand la concentration du sodium augmente, il y aura une grande élimination rénale, et quand la concentration du sodium est basse, il n'y aura pas une grande élimination du sodium. Par contre, l'iode, non, il n'y a pas cette régulation-là. La clairance reste la même, peu importe la concentration d'iode au niveau sanguin. D'accord? Très bien. Il y a aussi, à moins de degré, une élimination fécale et sudoripare. Sudoripare, ça veut dire par la sueur. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Vous arrivez à comprendre? Très bien. Maintenant, cas spécial pour l'allaitement et la gestation. Ça, c'est très important. J'ai tenu à vous faire cette dia. Pourquoi? Parce que il faut que vous sachiez que l'iode, ainsi que les hormones thyroïdiennes, d'une manière générale, sont nécessaires et indispensables au développement du système nerveux central du nouveau-né, au cours de la formation fœtale, et au cours du développement fœtal, et au cours des premiers jours néonatales. D'accord? S'il n'y a pas d'iode, il n'y aura pas d'hormones thyroïdiennes, et il y aura des conséquences très graves sur le développement du système nerveux central, des conséquences irréversibles, ce qu'on appelle crétinisme, dans le domaine scientifique. D'accord? Donc, quand il n'y a pas d'hormones thyroïdiennes chez l'enfant, il y a un retard sévère du système nerveux central, du développement du système nerveux central. C'est pour cela qu'il faut apporter, au cours du développement fœtal et au cours de la lactation, il faut apporter des quantités suffisantes d'iode pour la synthèse des hormones thyroïdiennes. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs que ce soit l'ovaire, que ce soit le placenta, ainsi que les glandes mammaires, sont très riches en iode, de telle manière à fournir la quantité nécessaire au fœtus pour qu'il développe son système nerveux central. C'est pour ça d'ailleurs que chez la femme enceinte, si vous avez remarqué, on demande le dosage de la TSH. On surveille la grossesse par le dosage de la TSH, c'est justement pour voir s'il y a hypothyroïdie ou pas, parce que la hypothyroïdie chez la maman aura des répercussions sur le développement fœtal de l'enfant. Et il y aura des conséquences graves derrière. Ok? Très bien. Est-ce que vous avez compris? Des questions jusqu'à présent? Très bien, parfait. Maintenant, on va voir les pathologies, un bref aperçu sur les pathologies du métabolisme d'iode. Donc, logiquement, puisque l'iode entre dans la constitution des hormones thyroïdiennes, lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'iode, ou bien lorsqu'il y a un excès d'iode, il va y avoir répercussion sur les hormones thyroïdiennes. Vous êtes d'accord avec moi? S'il n'y a pas d'iode, il n'y aura pas formation d'hormones thyroïdiennes. Ici, il y a un excès d'iode, logiquement, il y aura
un excès de formation d'hormones thyroïdiennes. D'accord? Très bien. Donc, un excès ou bien une carence d'iode va avoir une influence sur le fonctionnement thyroïdien et on aura soit une hypothyroïdie, soit une hyperthyroïdie. L'hypothyroïdie, elle survient lorsqu'on a une carence d'iode. Ça veut dire qu'il y a baisse de formation d'hormones thyroïdiennes, d'accord? Et l'hyperthyroïdie, ou bien cette hypothyroïdie peut survenir aussi lorsqu'il y a aussi un excès d'iode. Lorsqu'il y a un excès d'iode, d'accord? Vous allez me dire que ce n'est pas logique. Comment est-ce qu'un excès d'iode peut donner une hypothyroïdie? C'est pas logique, d'accord? Mais ça peut arriver. Donc l'hypothyroïdie peut être due soit à une carence d'iode, soit à un excès d'iode. Nous allons voir comment. De la même manière, on peut tomber sur l'hyperthyroïdie, et cette fois-ci, dû à quoi? Dû à un excès d'iode. D'accord? Donc l'excès d'iode peut soit nous donner une hyperthyroïdie, ici, soit nous donner une hypothyroïdie. Donc on va voir pour chaque cas, quel sera le mécanisme, ou bien quelle sera la physiopathologie. D'accord? On commence d'abord par l'hypothyroïdie. D'abord par l'hypothyroïdie. Qu'est-ce que c'est que l'hypothyroïdie? Qu'est-ce que c'est que l'hypothyroïdie? Exactement. L'hypothyroïdie, c'est un ensemble de symptômes qui apparaissent dû justement à quoi? Dû à un défaut de synthèse d'hormones thyroïdiennes. D'accord? Donc, quand il n'y a pas assez d'hormones thyroïdiennes, on va aboutir à l'hypothyroïdie. D'accord? Et quand il y a hypothyroïdie, il y a un ensemble de signes cliniques qui va apparaître, tel que, donc, d'une manière générale, quand il n'y a pas d'hormones thyroïdiennes, il y a un ralentissement global du fonctionnement de l'organisme, que ce soit physique ou bien psychique. Physique ou bien psychique. D'accord? Donc, il y a ralentissement physique et psychique, il y a frilosité et pâleur, bradycardie, prise de poids, altération du transit digestif, provoquant des constipations, réflexes vifs. Il va y avoir aussi une infiltration de la peau par des taches bien caractéristiques de l'hypothyroïdie. Il y aura une anémie, il y aura aussi une hypertriglycéridémie et une hypercholestérolémie. Compris? Ça, c'est les signes cliniques. Il y a aussi le tremblement chez... hypothyroïdie, non, il n'y a pas de tremblement. Le tremblement, c'est dans l'hyperthyroïdie. D'accord? Vous avez compris. Donc, il faut savoir un truc très important. Ici, on est en train de parler de l'hypothyroïdie, mais d'une manière très simplifiée. D'une manière très, très, très banale. Ok? Vous allez voir l'hypothyroïdie d'une manière très détaillée. Pourquoi? Parce que pour l'hypothyroïdie, il y a plusieurs étiologies. Il y a plusieurs causes qui causent l'hypothyroïdie. D'accord? Aujourd'hui, nous allons voir seulement l'hypothyroïdie qui est due à l'iode. Mais il y a d'autres causes qui provoquent l'hypothyroïdie. Donc aujourd'hui, puisqu'on est dans l'iode, on va voir seulement l'étiologie qui concerne l'iode. Mais il y a d'autres causes qui provoquent les hyper et les hypothyroïdies. Généralement, ce sont des causes soit immunitaires, auto-immunes ou bien autre chose. D'accord? Parfait. Alors maintenant, on va voir, ça c'est l'hypothyroïdie, nous allons voir l'hypothyroïdie qui est causée par la carence d'iode en premier. La carence d'iode en premier. D'accord? Donc, hypothyroïdie par carence d'iode. Donc, il y a d'autres types d'hypothyroïdie qui sont dus à autre chose. Donc, aujourd'hui, nous allons voir seulement l'iode. OK? Très bien. L'hypothyroïdie par carence d'iode. On l'appelle aussi hypothyroïdie endémique. On l'appelle hypothyroïdie endémique. Qu'est-ce que ça veut dire endémique? Quand on dit que quelque chose est endémique, ça veut dire quoi? Qu'une maladie est endémique. Ça veut dire qu'elle ne touche pas une personne donnée dans une population. Ça veut dire qu'elle touche plusieurs personnes ou bien une population d'une manière générale. Ou bien elle touche une région géographique d'une manière générale. D'accord? Donc cette hypothyroïdie endémique, elle ne touche pas une personne d'une manière sporadique. Elle touche d'une manière générale toute une population ou bien toute une région. Par exemple, on va dire que la population algérienne souffre d'une hypothyroïdie. D'accord? Pourquoi cette pathologie-là est endémique? Généralement, quand il y a une carence en iode, ça veut dire que les aliments de la région ne contiennent pas beaucoup d'iode. Ça veut dire que toute la population va avoir les effets de cette carence en iode. D'accord? Ce n'est pas une personne, c'est toute la population. C'est pour ça qu'elle se déclare généralement d'une manière endémique. Ok? Très bien. Donc, dû à une carence d'iode, donc logiquement, il n'y a pas d'iode, il n'y a pas d'hormone thyroïdienne, hypothyroïde, c'est logique. D'accord? Et quand est-ce qu'elle se déclare? Quand est-ce qu'elle se déclare cette hypothyroïdie? Vous savez qu'au début, lorsque la concentration d'iode diminue, ça ne va pas tout de suite donner l'hypothyroïdie. Pourquoi? Parce qu'il y a le NIS des transporteurs, nous avons dit, qui vont essayer un petit peu de compenser la perte d'iode. Quand il y a une diminution de la concentration d'iode, le transport iodique de la thyroïde augmente, de telle manière à compenser. Mais à un certain moment, lorsque la concentration est vraiment faible, il n'y a plus de compensation, et à ce moment-là,
ça y est, on a épuisé tout le maximum des transporteurs, et même avec le maximum des capacités de transport, il n'y a pas assez d'iode, donc on tombe dans l'hypothyroïdie. D'accord? Parfait. Donc, défaut d'organisation d'iode, la conséquence. Ensuite, baisse de production hormonale thyroïdienne, et on aura hypothyroïdie avec goitre diffus. Donc, généralement, l'hypothyroïdie endémique, elle est associée à un goitre diffus. Un goitre diffus, ça veut dire qu'il y a hypertrophie de la glande thyroïde. Hypertrophie de la glande thyroïde d'une manière globale. Ok? Donc, cette hypothyroïdie endémique, elle est fréquente. Où ça? Elle est fréquente dans les pays qui sont situés loin de la mer. Situés loin de la mer. D'accord? Dans les pays internes qui n'ont pas de mer. Ok? Il faut faire attention aussi, lorsqu'elle survient chez les femmes enceintes, il faut faire très attention, donc on en avait parlé tout à l'heure, la carence d'iode chez la femme enceinte peut aboutir soit à des fausses couches, d'accord, soit à des défaillances dans le développement du système nerveux central de l'enfant. Okay? Donc il faut faire attention, il faut surveiller ça de près. Compris? Très bien. Donc pour prévenir, certains pays, comme l'Algérie par exemple, ajoutent dans le sel de table des quantités d'iode pour justement prévenir cette hypothyroïdie endémique dans la population. Donc quand vous prenez du sel, automatiquement vous êtes en train de produire de l'iode en même temps. Ok? Compris? Très bien. Maintenant, l'hypothyroïdie par excès d'iode. Vous allez me dire que c'est pas possible, c'est pas normal. Comment est-ce qu'un excès d'iode va nous faire une hypothyroïdie? Eh bien c'est possible. Pourquoi? Parce que vous savez que la thyroïde, elle a des systèmes ou bien des systèmes d'autorégulation. La thyroïde, elle a des systèmes d'autorégulation. Quand la concentration d'iode est très élevée dans le sang, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir le déclenchement d'un phénomène qu'on appelle l'effet Wolff-Chaikoff. Wolff-Chaikoff. Effet Wolff-Chaikoff. Qu'est-ce que c'est que cet effet Wolff-Chaikoff? Quand il y a des concentrations de d'iode qui augmentent dans le sang, la thyroïde va dire stop, j'enlève tous les Nis. Elle va inhiber la transcription ou bien la formation des transporteurs de Nis. D'accord? Transporteur de l'iode. Et de ce fait, il n'y aura plus d'iode, malgré sa concentration élevée dans le sang, qui entre dans la thyroïde. D'accord? C'est un mécanisme de protection de la thyroïde pour justement éviter l'hyperthyroïdie par excès d'iode. Ok? Ça, c'est dans la normale, quand la thyroïde est normale. Mais des fois, quand la stimulation ou bien l'apport en iode sont augmentés d'une manière chronique, chez les populations qui prennent beaucoup d'iode d'une manière chronique, l'effet Wolff-Chaikoff est activé d'une manière exagérée, et à ce moment-là, on tombe dans l'hypothyroïdie. Pourquoi? Parce que l'effet Wolff-Chaikoff est activé d'une manière constante. D'accord? Compris? Très bien. Voilà, donc ce phénomène se traduit par une limitation transitoire de production des hormones thyroïdiennes qui accompagne notamment une diminution de l'expression des transporteurs, les fameux NIS. D'accord? Mais des fois, justement, ça c'est un phénomène normal pour prévenir l'hyperthyroïdie. Mais dans certaines situations, il va y avoir activation exagérée de l'effet Wolff-Chaikoff, et de ce fait, on va tomber dans l'effet inverse. Au lieu de prévenir l'hyperthyroïdie, on va tomber dans l'hypothyroïdie. D'accord? Compris? Tout le monde a compris? Parfait. Où est-ce qu'on retrouve ce phénomène-là? On retrouve ce phénomène-là dans les populations qui mangent beaucoup de produits marins, qui mangent beaucoup de poissons, qui prennent beaucoup d'iode. Donc il y a une sorte d'exposition chronique à des grandes quantités d'iode. D'accord? Du coup, la thyroïde, elle est rassasiée en iode, et elle va enclencher l'effet Wolff-Chaikoff de telle manière à bloquer l'entrée de l'iode dans la thyroïde. C'est ce qui se passe justement chez la population japonaise, chez les Japonais. Les Japonais prennent beaucoup de poissons, donc toute leur alimentation est basée sur le poisson, et de ce fait, ils ont ce problème-là. Leur population a beaucoup d'hypothyroïdie par excès d'iode. Ok? Compris? Très bien. Parfait. Maintenant, on va passer à l'hyperthyroïdie. L'hyperthyroïdie. L'hyperthyroïdie, c'est l'effet inverse de l'hypothyroïdie. L'hyperthyroïdie, c'est quoi? C'est un ensemble de symptômes cliniques qui apparaissent dû à quoi? Dû à une augmentation de la synthèse des hormones thyroïdiennes. D'accord? Et ce phénomène-là, on l'appelle thyrotoxicose. On l'appelle thyrotoxicose. Hyperthyroïdie ou bien thyrotoxicose. Ça veut dire qu'il y a une toxicité due à une augmentation des hormones thyroïdiennes, de la concentration des hormones thyroïdiennes. Les signes cliniques, généralement, c'est l'inverse de l'hypothyroïdie. S'il y a ralentissement dans l'hypothyroïdie des mécanismes organiques dans l'organisme, à ce moment-là, il y a accélération de tout ce qui est
métabolisme, activité psychique et activité physique. Donc il y aura amaigrissement, il y aura une hypersudation, donc tout à l'heure nous avons frilosité, et là nous avons une thermophobie. C'est-à-dire même quand il fait froid, nous avons peur de la chaleur. On a l'impression qu'il fait très chaud. D'accord? Parfait. Hypersudation, thermophobie, fatigue, palpitation. Tout à l'heure nous avons eu bradycardie, là nous avons palpitation. D'accord? Insuffisance cardiaque par excès de tachycardie. Et vous avez aussi agitation, tremblement, faiblesse musculaire, diarrhée. Tout à l'heure, nous avons eu constipation. Maintenant, c'est diarrhée. C'est l'inverse. D'accord? Exophthalmie, c'est caractéristique aussi de l'hypothyroïdie. Voilà, aménorrhée, infertilité et tout ce qui va avec. Oui, vous avez ici, au lieu d'hypercholestérolémie, vous avez hypocholestérolémie. Hypocholestérolémie. D'accord? D'accord, très bien. Ça va? Compris jusqu'à présent? Parfait. Maintenant, là aussi, l'hyperthyroïdie est due à plusieurs étiologies, plusieurs causes. Aujourd'hui, nous allons voir seulement l'hyperthyroïdie due à l'excès d'iode. Ok? Maintenant, comment nous avons dit que tout à l'heure que normalement, l'excès d'iode ne devrait pas poser problème puisqu'il y a l'effet Wolff-Chaikoff. D'accord? Quand il y a beaucoup d'iode, la thyroïde a un mécanisme d'autorégulation de protection pour ne pas tomber dans l'hyperthyroïdie qui est l'effet Wolff-Chaikoff. Or que dans certaines situations, cet effet Wolff-Chaikoff ne fonctionne pas. Et de ce fait, la thyroïde, elle va être hyper réactive vis-à-vis de l'iode. Quand il y a beaucoup d'iode, elle va gober tout l'iode et elle va produire beaucoup d'hormones thyroïdiennes. C'est ce qu'on appelle, contrairement à l'effet Wolff-Chaikoff, c'est l'effet Jod-Bazdo. Vous avez l'effet Wolff, je sais que c'est des noms bizarres, mais il faut les connaître. Donc vous avez Wolff-Chaikoff, c'est freinage de la thyroïde. Il y a une petite astuce, vous avez off ici, ça veut dire que l'effet Wolff-Chaikoff va éteindre la thyroïde. Et vous avez effet Jod-Bazdo, contrairement à l'effet Wolff-Chaikoff, va activer la thyroïde et va synthétiser beaucoup d'hormones thyroïdiennes. Très bon. Donc à l'échographie, dans ce cas-là, à l'échographie, vous allez avoir une thyroïde hypervascularisée et hypertrophiée avec plusieurs nodules. Reflet un petit peu de l'hyperactivité de la thyroïde. D'accord? Reflet de l'hyperactivité de la thyroïde. Maintenant, quand est-ce que ce phénomène-là survient? Pourquoi est-ce que l'effet Wolff-Chaikoff est inhibé et l'effet Jod-Bazdo est activé? Ce phénomène-là survient dans les populations qui sont habituées, contrairement à tout à l'heure, à des concentrations et une alimentation pauvre en iode. Ça veut dire d'une manière chronique, d'une manière habituelle, cette population-là ne prend pas beaucoup d'iode. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur thyroïde, elle est un petit peu inhabituée à activer l'effet Wolff-Chaikoff. Okay? Comme si elle est avide un petit peu d'iode. Elle aime beaucoup l'iode parce qu'on ne lui donne pas assez. Donc il suffit que ces personnes-là changent leur comportement alimentaire, il suffit qu'on leur donne un apport alimentaire plus important que d'habitude pour que l'effet Jod-Bazdo se déclenche. Okay? Quand est-ce que ça arrive? Ça arrive généralement chez les personnes qui sont issues de régions qui ne contiennent pas beaucoup, qui ne mangent pas beaucoup d'iode, et pour lesquelles on va donner un traitement à base d'iode. Soit pour justement combler la carence de leur iode, et à ce moment-là, on va tomber vers l'hyperthyroïdie à cause du traitement qu'on a donné, okay? Soit dans le traitement d'autres pathologies, et ces traitements-là contiennent de l'iode à l'intérieur, par exemple l'amiodarone. Amiodarone, c'est une molécule. Amiodarone, c'est un médicament, c'est un anti-arythmitique, d'accord, pour prévenir les arythmies cardiaques qu'on donne aux patients. Et cette amiodarone, dans sa structure, elle contient beaucoup d'iode. Donc si vous donnez de l'amiodarone à une personne qui est issue d'une région qui ne contient pas beaucoup d'iode, vous risquez d'avoir cet effet Jod-Bazdo. Pourquoi? Parce que sa thyroïde, elle n'est pas habituée à des concentrations élevées d'iode. Au contraire, elle est habituée à des concentrations faibles en iode. Si vous lui donnez beaucoup d'iode, comme si elle va être hyper réactive à l'iode et elle va tomber dans l'effet Jod-Bazdo. Compris? Ou bien, un autre cas, dans le cas où on utilise les produits de contraste. Qu'est-ce que c'est que les produits de contraste? Vous savez, dans tout ce qui est imagerie médicale, scanner, etc., scintigraphie, on utilise des produits de contraste pour justement visualiser la radiographie ou bien l'image radiographique. Et généralement, les produits de contraste qu'on utilise, c'est de l'iode radioactif. L'iode radioactif. Ici, pareil, si vous donnez de l'iode radioactif dans un but de scanner ou bien un autre examen d'exploration à une personne qui est issue d'une région qui ne contient pas beaucoup d'iode, vous risquez de tomber dans l'effet Jod-Bazdo. Ok? Compris? Voilà. Donc vous arrivez un petit peu à faire la distinction entre l'effet Wolff-Chaikoff et Jod-Bazdo. Compris?
Parfait. Ou bien, un autre cas, si la personne présente une thyroïde qui est malade, qui n'arrive pas à s'autoréguler. À ce moment-là, si vous lui donnez beaucoup de d'iode, elle va vous donner beaucoup d'hormones thyroïdiennes. Ok? Très bien. Est-ce que vous avez des questions concernant l'iode? Compris? Donc vous allez revoir en détail tout ce qui est synthèse des hormones thyroïdiennes, régulation ainsi que pathologie thyroïdienne lorsque vous allez arriver à l'exploration de l'hormone, plutôt, de la glande thyroïdienne en endocrine. Oui, très bien. Alors on continue. On continue. Le cuivre. Allez, le cuivre. Le cuivre. Tout d'abord, définition caractéristique. Le cuivre, il faut savoir que le cuivre fait partie des métaux. Vous connaissez les métaux. C'est un groupe chimique d'éléments qu'on appelle les métaux. Par exemple, le fer, le cuivre, le bronze, le cuivre c'est le bronze. Le cuivre, je sais pas, l'argent, l'or, tout ça c'est des métaux. D'accord? Donc l'atome de cuivre fait partie des métaux. Il fait partie aussi des métaux semi-nobles. Parce que dans les métaux, vous avez les métaux nobles et les métaux semi-nobles. Nobles, tout ce qui est or, argent, etc., platine, etc. Et vous avez les semi-nobles, le cuivre. D'accord? Très bien. Il faut, donc le symbole chimique du cuivre, c'est le Cu. Ça, on le sait. Son poids moléculaire, bien, son poids atomique, il est de 63,5 grammes par mol. À l'état naturel, il se présente sous forme de solide, de couleur rouge, brune. D'accord? Donc, contrairement à l'iode, le cuivre, on le retrouve à des fortes quantités dans la croûte terrestre. On le trouve naturellement dans la croûte terrestre. D'accord? Et ce cuivre-là, c'est un oligo-élément nécessaire au développement de toute forme de vie biologique. D'accord? Lorsqu'il y a vie, lorsqu'il y a une vie, ça veut dire qu'il y a derrière du cuivre. Il est nécessaire. Ok? Très bien. Donc il faut savoir que quand pour l'iode, nous avons dit que l'iode a plusieurs formes, le cuivre aussi a plusieurs formes. Mais le cuivre, les formes du cuivre dépendent de son état d'oxydation, contrairement à l'iode. D'accord? Donc vous avez le cuivre non oxydé, Cu, ordinaire, normal, non oxydé, et vous avez le cuivre oxydé. Donc le cuivre s'oxyde à haute température et en présence d'acides tels que le HCl. Souvenez-vous, HCl parce qu'on va le retrouver dans le suc gastrique. Souvenez-vous de ça. D'accord? Il s'oxyde en présence d'HCl. Quand il s'oxyde, il ne va pas s'oxyder à un seul niveau d'oxydation, il va s'oxyder sur plusieurs niveaux d'oxydation. Tout d'abord, il peut s'oxyder sous forme d'ion cuivreux, Cu plus 1. D'accord? Donc on peut dire Cu plus 1 ou bien Cu1. Ça, ce sont les ions cuivreux, incolores. D'accord? Il peut s'oxyder aussi à un deuxième degré d'oxydation sous forme d'ion cuivrique Cu2+. Ion cuivrique. Ou bien Cu2, de couleur verte, verdâtre. Vous avez déjà sans doute remarqué dans certaines canalisations à base de cuivre, dans certains endroits, il va y avoir formation d'une coloration verte, bleuâtre. D'accord? Cette couleur-là, c'est dû à l'oxydation du cuivre en ion cuivrique. Ça va vous donner ça. Ça n'est pas vraiment clair, les couleurs ne sont pas vraiment top. Donc vous aurez une couleur verdâtre. Ok? Parfait. Maintenant, les besoins journaliers pour l'homme. Les besoins journaliers, donc le cuivre, notre organisme a besoin de 1,5 jusqu'à 2 mg par jour de cuivre. Ça, c'est nécessaire. De 1,5 à 2 mg par jour de cuivre. Chez la femme enceinte, les apports augmentent. Donc, c'est 2 mg par jour de cuivre. Ok? Il faut savoir que la femme enceinte va céder son cuivre à son enfant, à son fœtus, durant le dernier trimestre de la grossesse. Et de ce fait, les enfants qui naissent un petit peu prématurément, les prématurés, généralement naissent avec une carence en cuivre. Il faut leur donner du cuivre pour un petit peu compenser cette carence-là. Ok? Donc, pour arriver à ces 1,5-2 mg par jour, il faut prendre dans notre alimentation jusqu'à 5 mg de cuivre par jour. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut manger 5 mg de cuivre par jour pour avoir ces 2 mg? En réalité, les 5 mg de cuivre qu'on va ingérer ne vont pas être totalement absorbés par le tube digestif. 50% vont être éliminés tels quels, ne vont pas être absorbés. Donc il faut prendre beaucoup de cuivre pour arriver à cette concentration-là. Donc il faut prendre environ 5 mg de cuivre pour avoir les besoins réels de 2 mg par jour de cuivre. D'accord? D'accord. Donc où est-ce qu'on trouve, dans quel aliment on va trouver le cuivre? Le cuivre, il faut savoir qu'il est présent, il est riche dans le foie, dans tout ce qui est abats. D'accord? Donc les abats, le foie par exemple, aussi dans le crustacé,
On le trouve aussi dans les légumineuses. Qu'est-ce que c'est que les légumineuses? Légumineuses, petits pois, pois chiches, d'accord? Tout ce qui est fruits, pas fruits secs, légumes secs, d'accord? Okay. Et vous le trouvez aussi dans les fruits secs plutôt. Et vous le trouvez aussi dans les céréales, le riz. Le riz contient beaucoup de cuivre. Et vous les trouvez aussi dans les céréales complètes. Donc les fruits et les légumes ne contiennent pas beaucoup de cuivre. Ne contiennent pas beaucoup de cuivre. Les lentilles. Des fois on dit que les lentilles sont riches en cuivre, en fer, etc. etc. Okay. Vous avez déjà entendu ça sans doute. Très bien. Maintenant, le rôle du cuivre. Pourquoi est-ce qu'il est si important ce cuivre-là? Il faut savoir que le cuivre joue plusieurs rôles. Le rôle le plus important, c'est qu'il joue le rôle de cofacteur enzymatique. Le cofacteur enzymatique. Vous savez que notre organisme contient beaucoup d'enzymes. Contient des enzymes. D'accord? Nécessaires au fonctionnement, du métabolisme. D'accord? Certaines enzymes, pour fonctionner, ont besoin de cuivre comme cofacteur. Okay? Par exemple, la cytochrome C oxydase. Cytochrome C oxydase, c'est l'enzyme nécessaire qui fait partie de la chaîne de la respiration, de la phosphorylation oxydative. D'accord? Chaîne respiratoire. Cette cytochrome C oxydase a besoin de cuivre pour fonctionner. Vous avez la superoxyde dismutase. La superoxyde dismutase, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prévient les effets toxiques des radicaux libres de l'oxygène. Donc elle va éliminer les effets toxiques des radicaux libres de l'oxygène. Et sans cuivre, elle ne pourra pas fonctionner. Vous avez aussi la dopamine bêta-hydroxylase qui synthétise les catécholamines. Catécholamine, qu'est-ce que c'est que la catécholamine? Alors, adrénaline, noradrénaline. Ok? Vous avez la lysine oxydase qui synthétise le collagène. Vous avez la tyrosinase qui synthétise la mélanine. Donc, toutes ces enzymes-là ont besoin de quoi? Ont besoin de cuivre pour fonctionner comme cofacteur. Ok? Le cuivre aussi joue un rôle important dans le métabolisme du glucose. Intervient aussi dans la minéralisation des eaux, dans l'immunité et dans le métabolisme du fer. Métabolisme du fer. Très bien. Maintenant, où est-ce qu'on trouve le cuivre? Au niveau de l'organisme, où est-ce qu'on le trouve? Donc il faut savoir d'abord que notre organisme contient une quantité totale de 80 à 150 mg de cuivre. 80 à 150 mg de cuivre. D'accord? Cette quantité-là est divisée d'une manière inégale. Ça veut dire que le cuivre, il est concentré plus précisément au niveau du foie, d'une manière plus importante au niveau du foie et dans le cerveau, dans le foie, dans le cerveau et au niveau de l'œil. Au niveau de l'œil, plus précisément au niveau de l'iris et de la choroïde. L'iris et la choroïde. Donc il faut se souvenir de ces trois organes-là. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va arriver dans les pathologies, lorsqu'il y aura un excès de cuivre, ce sont ces organes-là qui vont recevoir les effets toxiques du cuivre. D'accord? Très bien. On peut trouver aussi une quantité faible au niveau du rein et au niveau du cœur. D'accord? Dans le plasma, dans le sang, le cuivre, il est transporté. Donc c'est la manière avec laquelle l'organisme transporte le cuivre, c'est avec le sang. Donc dans le sang, 80% du cuivre, il est sous forme de cérulloplasmine. Cérulloplasmine, très important. Cérulloplasmine. Qu'est-ce que c'est que la cérulloplasmine? C'est une protéine qui contient dans sa structure 6 à 8 atomes de cuivre. D'accord? Donc le cuivre, il est transporté au niveau sanguin grâce à la cérulloplasmine à 80%. 20% lié à l'albumine ou bien à l'histidine. À l'albumine ou bien à l'histidine. D'accord? Compris jusqu'à présent. Très bien. Donc maintenant, on va voir un petit peu qu'est-ce qui va lui arriver à ce cuivre-là depuis son ingestion jusqu'à son élimination. Ok? Donc, nous sommes ici, au début, nous sommes ici. Donc, nous sommes ici. Nous sommes dans les apports alimentaires. L'ingestion du cuivre. Nous avons dit qu'il faut ingérer, il faut prendre 2 à 5 mg de cuivre par jour. D'accord? Ce cuivre-là va entrer dans le tube digestif. D'accord? Une partie va être absorbée, 50%. Et une partie va être éliminée telle quelle par les selles. D'accord? Donc une partie va être ingérée, 50%, va être absorbée, 50%, et une partie va être éliminée directement telle quelle par les selles. D'accord? Très bien. Ensuite, ce cuivre-là qui a été absorbé, 50% du cuivre qui a été absorbé, qu'est-ce qu'il va être? Il va être transporté entre le tube digestif et le foie. Par quelle veine? Alors, j'ai des mises. C'est la veine porte. D'accord? C'est la veine porte. Donc, vous savez que
le foie est lié, plutôt l'intestin est lié au foie grâce à la veine porte. Donc tous les aliments qui vont entrer par le tube digestif, absorbés par le tube digestif, vont être acheminés via la veine porte vers le foie. D'accord? Veine porte. Et au niveau de la veine porte, le cuivre est transporté sous forme de albumine, lié à l'albumine, ou bien lié à l'histidine. Il n'y a pas de céruloplasmine ici dans la veine porte. Souvenez-vous de ça. Il n'y a pas de céruloplasmine. D'accord? Il n'y a pas de céruloplasmine. Très bien. Donc, la direction, c'est le foie. Il va être dirigé vers le foie. Au niveau du foie, qu'est-ce qui va lui arriver? Une partie du cuivre qui a été acheminée vers le foie va être éliminée par la bile. Pour rejoindre de nouveau l'intestin. Et pour qu'il soit éliminé au niveau intestinal via la bile. Au niveau de la bile, le cuivre qui a été éliminé, une partie de ce cuivre-là va être réabsorbée par l'intestin. C'est ce qu'on appelle le cycle entéro-hépatique. Et une partie va être éliminée. D'accord? Très bien. L'autre partie qui est résiduelle du foie va être quoi? Va être acheminée vers les autres tissus, notamment vers le cerveau, via les artères, via le sang. Et à ce moment-là, le cuivre sera lié à l'histidine, à l'albumine, mais en grande majorité à la céruloplasmine. Est-ce que tout le monde a compris? Ça va? Tout le monde a compris? Souvenez-vous de ça. Ok? Parfait. Maintenant, nous allons voir étape par étape. Nous allons voir ce qui se passe ici, au niveau de l'entérocyte, à ce niveau-là. Donc ici, au niveau de l'entérocyte. Ok? Ici. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'entérocyte? Très bien. Donc vous savez que l'entérocyte, c'est une cellule qui contient une membrane apicale qui est en contact avec la lumière digestive, et vous avez une membrane basolatérale qui est en contact avec la veine porte. D'accord? Très bien. Donc tout d'abord, il faut savoir que l'absorption du cuivre se fait, comme on avait dit, au niveau de l'intestin, mais aussi il y a une petite absorption au niveau de l'estomac. D'accord? Au niveau de l'estomac. Maintenant, le cuivre alimentaire est oxydé sous forme de Cu+1. Avant qu'il soit absorbé, le cuivre, il faut absolument qu'il soit oxydé à son premier niveau d'oxydation, qui est le Cu+1, sous l'effet du sucre gastrique, de l'HCl, du sucre gastrique. Donc, avant qu'il soit absorbé, le cuivre, il faut qu'il soit oxydé sous forme de Cu+1. Très bien. Ensuite, une fois oxydé, à ce moment-là, il pourra être absorbé par l'entérocyte. Quand on dit absorbé par l'entérocyte, ça veut dire qu'il faut qu'il traverse les deux membranes, la membrane apicale et la membrane basolatérale. Tout d'abord, la membrane latérale, pour qu'il rentre à l'intérieur de l'entérocyte. Donc, l'entrée du cuivre oxydé vers l'entérocyte peut se faire soit par simple diffusion, d'accord, soit il emprunte la voie de transport des acides aminés, qui est non spécifique au cuivre, soit il entre dans l'entérocyte via des transporteurs spécifiques des métaux, qui ne sont pas spécifiques au cuivre, mais plutôt aux métaux, d'accord, qui sont nommés DCT1 ou bien N-rampe2. DCT1 ou bien N-rampe2. Ou bien, troisième moyen d'entrée du cuivre, se fait majoritairement par les transporteurs spécifiques du cuivre, qui sont les CTR1. CTR1. D'accord? Donc, trois moyens, soit par simple diffusion, soit via les canaux des acides aminés, soit via les transporteurs des métaux DCT1, soit via des transporteurs spécifiques au cuivre CTR1. Souvenez-vous de ça. D'accord. Transfert du cuivre du pôle apical. Maintenant, une fois que le cuivre dans l'entérocyte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il ressorte de l'autre côté. Il faut qu'il ressorte de la membrane basolatérale pour rejoindre le sang. Et il quitte l'entérocyte via ce qu'on appelle la protéine Menkes. La protéine Menkes, ou bien Menkes, ou bien l'essentiel MENKES. D'accord? On l'appelle aussi la protéine ATP7A. ATP7A. Ok? Très bien. Souvenez-vous de ce nom-là, Menkes. Souvenez-vous de ça. Donc on va voir un petit peu un schéma pour que vous compreniez mieux. Donc nous sommes ici, au début, nous avons les aliments. Nous avons apporté, s'il vous plaît, suivez avec nous. Nous avons apporté notre cuivre, d'accord? Il sera oxydé sous forme de Cu+1, ok? Ensuite, une fois oxydé, il va entrer à l'entérocyte via la membrane apicale, soit par simple diffusion, soit par les canaux spécifiques aux acides aminés,
soit via les canaux des métaux, DCT1, ou bien par les canaux spécifiques au cuivre, CTR1. D'accord? Ensuite, une fois à l'intérieur de l'entérocyte, ce cuivre-là va la quitter pour rejoindre la veine porte via la protéine mainquise ou bien la protéine ATP7A. La TP7A. Le cuivre, une fois dans la veine porte, il sera sous forme albumine, lié à l'albumine ou bien lié à l'histidine. Compris? La direction, où est-ce qu'il va aller, ce cuivre-là? Vers le foie. Il va partir au niveau du foie. Très bien. Maintenant, nous allons arriver au foie et nous allons voir comment est-ce que le foie va capter le cuivre. Donc, nous avons dit ça. Donc, le cuivre, il est lié au niveau de la veine porte il est lié à l'albumine et à l'histidine. Ça, on le sait. Donc, une fois arrivé au foie, le cuivre va pénétrer le foie grâce au même transporteur que tout à l'heure, le CTR1. CTR1. D'accord? Une fois à l'intérieur de l'hépatocyte du foie, ce cuivre-là va être pris en charge par ce qu'on appelle la protéine Wilson. Protéine Wilson. Cette protéine-là. Ou bien ATP7B. Protéine Wilson, ATP7B. D'accord? Cette protéine-là, qu'est-ce qu'elle va lui faire? Elle va le prendre en charge. Elle va prendre en charge le cuivre. Une partie de cuivre va grâce à cette protéine Wilson, elle va le diriger vers les canaux biliaires pour qu'il soit éliminé par les voies biliaires. Une partie va être redirigée vers les voies biliaires grâce à la protéine Wilson. Une autre partie va être intégrée à ce qu'on appelle l'apocéruloplasmine. Va être intégrée, va être associée à l'apocéruloplasmine pour donner par la suite la céruloplasmine qui sera présente au niveau du sang. Une partie du cuivre aussi, grâce toujours à cette protéine ATP7B, non pas A, elle va être, une partie du cuivre va rejoindre d'autres protéines endogènes, telles que la métallothionine ou bien d'autres enzymes qui ont besoin du cuivre pour fonctionner. D'accord? Très bien. Donc, au niveau du plasma, une fois que la céruloplasmine a été formée, elle va quitter le foie et elle va se retrouver au niveau du sang qui contient, donc le sang de la céruloplasmine porte avec elle le cuivre hépatique. Donc, le cuivre au niveau sanguin va se retrouver soit sous forme de céruloplasmine, soit sous forme liée à l'albumine, soit liée à l'histidine. On peut retrouver aussi du cuivre sous forme libre, totalement libre. Très bien. Le cuivre, par la suite, est distribué à quoi? Il est distribué à d'autres tissus, tels que, par exemple, les érythrocytes, ou bien le système nerveux central. Donc, on appelle érythrocuprine le cuivre qui se trouve au niveau des érythrocytes, et on appelle cérébrocuprine le cuivre qui se trouve au niveau du système nerveux central. Donc, ici, une image, un schéma pour que vous puissiez comprendre d'une manière simple. Donc, vous avez ici le cuivre de la veine porte qui est lié à l'albumine et à l'histidine. Une fois arrivé au foie, il va intégrer le foie grâce à la protéine transporteur CTR1. D'accord? Au niveau hépatique, le cuivre va être pris en charge par l'ATP7B ou bien la protéine Wilson. Une partie va être éliminée par les voies biliaires et une partie va être intégrée à l'apocéruloplasmine pour donner par la suite la céruloplasmine qui va rejoindre le sang. D'accord? Donc le cuivre va quitter le foie et va rejoindre le sang sous forme de céruloplasmine, cuivre albumine ou bien cuivre histidine. L'ATP7B permet aussi de prendre le cuivre et de l'ingérer dans d'autres protéines endogènes telles que la métallothionine ou bien la superoxyduspinase, etc., toutes les protéines qui ont besoin de cuivre pour fonctionner. Est-ce que vous avez des questions? D'accord? Pas de questions? Très bien. Donc souvenez-vous de la protéine Wilson et de la protéine mainquise. Pourquoi? Parce qu'on va les revoir dans les pathologies. Okay? Très bien. Maintenant, on va parler un petit peu de la céruloplasmine. On va parler de ça, de la céruloplasmine. Il faut savoir que la céruloplasmine, c'est une protéine. D'accord? C'est la protéine de transport qui est la plus importante. C'est la voie de transport la plus importante du cuivre. Pourquoi? Parce qu'on avait dit 80% du cuivre est transporté par céruloplasmine. D'accord? C'est une protéine de l'inflammation. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une protéine de l'inflammation? Alors, pardon? Oui, d'une manière, mais quand on dit qu'une protéine, c'est une protéine positive de l'inflammation, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une inflammation, que ce soit aiguë ou bien chronique, il y a une augmentation de sa concentration au niveau sanguin. D'accord? Donc, parmi les protéines plasmatiques, il y a certaines protéines qui sont dites positives de l'inflammation. Par exemple, la CRP, protéine C-réactive. La ferritine, par exemple. Et vous avez aussi la céruloplasmine. Donc, quand il y a inflammation, il y a augmentation de ces protéines-là. Augmentation de leur concentration au niveau sanguin.
La cyruloplasmine, on peut l'appeler aussi ferroxydase. Ferroxydase. Pourquoi? Parce qu'elle a une activité, en plus de transporter le cuivre, elle a un autre rôle. Elle a une activité oxydase qui va intervenir dans le métabolisme du fer. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi ferroxydase, cyruloplasmine ou bien ferroxydase. Très bien. Elle fait partie des alpha-2 globulines. Vous savez que les protéines plasmatiques, on peut les classer en plusieurs groupes. Parmi les groupes, vous avez le groupe des alpha-2 globulines. Les alpha-2 globulines. Lorsque vous allez faire une électrophorèse des protéines plasmatiques, vous allez avoir un profil électrophorétique qui est découpé en plusieurs groupes. D'accord? Parmi les groupes protéiques, vous avez l'alpha-2 globuline et la cyruloplasmine fait partie de ces groupes-là. D'accord? Très bien. Il faut savoir aussi que chaque cyruloplasmine contient 6 à 8 atomes de cuivre. Transporte avec elle 6 à 8 atomes de cuivre. Très bien. Maintenant, on va passer à l'élimination. Donc, l'excès de cuivre, il faut qu'il soit éliminé du corps. OK? Donc, nous avons dit que d'emblée, déjà, lorsqu'on ingère le cuivre, 50% sont éliminés tels quels, ne sont pas absorbés. D'accord? D'emblée, dès le début, il y a 50% du cuivre qui est éliminé par les fesses, par les selles. OK? Très bien. Ensuite, pour le cuivre qui a été absorbé, la voie d'élimination majoritaire, alors, quelqu'un peut me dire quelle est la voie majoritaire de l'élimination? Pardon? Dites-moi, monsieur. La bile, très très bien. Donc la voie majoritaire de l'élimination, comme on vient de le voir, c'est via les canalicules biliaires ou bien via la bile. D'accord? Donc l'extraction biliaire représente la voie d'élimination majeure du cuivre. OK? Il y a aussi une voie mineure d'élimination par voie urinaire. Parfait. Maintenant, on va passer brièvement aux pathologies du cuivre, pathologie du métabolisme du cuivre. Tout d'abord, carence en cuivre. Les carences en cuivre. Donc, on va parler de la carence en cuivre, on va parler de l'excès de cuivre, intoxication en cuivre, et on va parler aussi des maladies héréditaires qui touchent le métabolisme du cuivre. D'accord? Tout d'abord, carence en cuivre. Nous sommes ici. Quand on dit carence en cuivre, c'est-à-dire que nous sommes dans l'apport du cuivre. Ça veut dire qu'il y a un défaut dans l'absorption du cuivre. Quand on dit carence, ça veut dire qu'il y a un défaut d'absorption du cuivre. Pourquoi? Parce que la carence en cuivre ne peut pas être due à un défaut d'alimentation. Pourquoi ça? Parce que tous les aliments, en réalité, tous les aliments sont riches en cuivre. Donc il n'est pas possible pour une personne qui est alimentée normalement de tomber dans une carence en cuivre à cause d'un défaut d'alimentation. Généralement, les carences en cuivre sont dues à quoi? Sont dues à un défaut d'absorption digestive de ce cuivre-là. Ça veut dire que la personne ingère du cuivre, mais son tube digestif n'arrive pas à l'ingérer, à l'absorber. Quand est-ce qu'on tombe dans ce cas-là? Quand, par exemple, une personne prend en même temps des médicaments pour traitement d'une autre maladie, tels que, par exemple, les sels de zinc. Les sels de zinc, quand on les ingère en même temps que le cuivre, ils vont chélater le cuivre de telle manière à ne pas laisser le tube digestif absorber le cuivre. OK? Et de ce fait, on va tomber dans la carence cuivrée. Okay? Ou bien, chez les personnes qui ont une pathologie digestive, qui ont subi une intervention chirurgicale digestive. Une chirurgie digestive. Donc, pour les patients qu'on a fait, par exemple, pour lesquels on a fait une résection du tube digestif. Donc, le tube digestif, on a coupé un morceau du tube digestif et de ce fait, l'absorption ne se fait pas aussi efficacement. D'accord? Ou bien, chez les personnes qui présentent une pathologie digestive, pathologie inflammatoire, par exemple, maladie cœliaque, maladie de Crohn. Ces personnes-là ne peuvent pas absorber correctement un grand nombre d'aliments, parmi eux, le cuivre. OK? Très bien. Maintenant, les signes cliniques de cette carence-là, vous avez les myéloneuropathies. Donc, la carence en cuivre va provoquer ce qu'on appelle myéloneuropathie. Pour faire simple, myéloneuropathie, c'est un ensemble de maladies, de symptômes. Pour faire simple, la myéloneuropathie, c'est un ensemble de pathologies qui touchent la moelle épinière, qui va provoquer par la suite des troubles moteurs, des troubles de l'équilibre, etc. D'accord? Parfait. Vous avez aussi l'atteinte du motoneurone périphérique. Neurone périphérique. Qu'est-ce que c'est que le motoneurone périphérique? C'est le neurone terminal qui est lié à la plaque motrice des muscles. D'accord? Donc, quand il y a altération de ce motoneurone, il va y avoir des troubles musculaires, des faiblesses musculaires, des déficits moteurs, des crampes, des fasciculations musculaires, des amyotrophies, etc. OK? Parfait. Et généralement, ces troubles-là, ces carences en cuivre, sont associés à d'autres types de carences dues à d'autres aliments.
le plus important, c'est la vitamine B12. Généralement, les personnes qui ont une carence en cuivre par défaut d'absorption n'arrivent pas aussi à absorber d'autres vitamines, d'autres aliments. Et le plus important, c'est la vitamine B12. Quand il y a un défaut d'absorption de la vitamine B12, nous allons tomber dans ce qu'on appelle des anémies macrocytaires. Des anémies macrocytaires. Pourquoi? Parce que la vitamine B12, c'est celle qui va dire un petit peu, qui va permettre la division cellulaire des globules rouges pour produire les globules rouges. D'accord? Quand il n'y a pas de vitamine B12, nous allons tomber dans les anémies macrocytaires. Ok? Très bien. Donc cette pathologie-là, elle est associée généralement aux carences en cuivre. Ok? Parfait. Maintenant, l'intoxication au cuivre. Contraire à la carence, c'est l'intoxication au cuivre. Il faut savoir que l'intoxication au cuivre sont exceptionnelles. Elles sont pas fréquentes, elles sont rares. Ok? Cette intoxication peut être soit aiguë, soit chronique. Ça veut dire que chronique, ça veut dire que la personne elle est exposée au cuivre sur une longue période, ou bien aiguë, ça veut dire que la personne, dans un but, je sais pas, par exemple, des fois, dans un but suicidaire ou volontaire, il y a ingestion d'une grande quantité de cuivre. Ok? Les étiologies, généralement, cette intoxication, on la retrouve, c'est comme pour le plomb. Il y a aussi ce qu'on appelle l'intoxication en plomb. Vous connaissez que le plomb, l'intoxication en plomb survient généralement quand, dans une habitation, par exemple, la tuyauterie de l'habitation, elle est formée par des tuyaux en plomb. Donc l'eau, elle est contaminée par le plomb. Donc les personnes qui y vivent à l'intérieur vont être contaminées par ce plomb qui se trouve au niveau des eaux. Ici, la même chose. Le cuivre, d'où est-ce qu'il vient? Il ne vient pas de la tuyauterie, mais plutôt de la vaisselle. De la vaisselle. Dans certains cas, la vaisselle est à base de cuivre. Et quand on fait chauffer les vaisselles ou bien les ustensiles culinaires, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir déversement du cuivre dans les aliments. Et si la personne prend d'une manière chronique des aliments à base de cuivre, riches en cuivre, elle va tomber dans l'intoxication au cuivre. Ok? Très bien. On peut avoir aussi des cas de empoisonnement volontaire dans un but suicidaire, tentative suicidaire. D'accord? Les signes cliniques sont troubles digestifs, nausées, vomissements et diarrhée, goût métallique dans la bouche, anurie et hématurie, reflétant un petit peu l'atteinte rénale. Pourquoi? Parce qu'il y a atteinte rénale lorsqu'il y a intoxication du cuivre. Et l'ictère, reflétant l'atteinte hépatique. Ok? Compris? Parfait. Donc ça, concernant les maladies acquises du cuivre, ça veut dire carence ou bien intoxication. Maintenant, nous allons parler des pathologies héréditaires ou bien congénitales du cuivre. Souvenez-vous, protéine Menkes, protéine Wilson. Souvenez-vous de ça. Donc, les maladies héréditaires du cuivre. La première, c'est la maladie de Menkes ou bien Menkes. Ok? Cette maladie-là, elle est due à quoi? Donc, c'est une maladie héréditaire, très rare. Ça veut dire que sa prévalence, elle est de 1 pour 300 000 naissances en Europe. En Algérie, il n'y a pas de statistiques. D'accord? Très rare. Ok? Parfait. Cette maladie-là, c'est une maladie héréditaire. Ça veut dire qu'elle est due, sans doute, à une mutation dans un gène donné. Et cette mutation de ce gène-là, le gène se trouve où? Se trouve sur le chromosome X. Se trouve dans le chromosome X. C'est-à-dire quoi? Si une mutation, elle est liée à l'X, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maladie, elle se déclare seulement chez les garçons. Pourquoi? Parce que la fille a un double chromosome X. Même si un est muté, le deuxième sera intact et de ce fait, il pourra fonctionner. Chez les hommes, non, c'est pas le cas. Vous avez un X et un Y. Si la mutation touche le X, il n'y a pas de copie conforme et de ce fait, il y a déclaration de la maladie. Donc, elle se déclare chez l'homme, mais les femmes sont conductrices. Ça veut dire qu'elles transportent avec elles les maladies. C'est comme l'hémophilie. Vous connaissez l'hémophilie? C'est comme l'hémophilie. Très bien. Donc, cette pathologie, sa physiopathologie, c'est quoi? C'est une mutation du gène codant la protéine Menkes. La protéine Menkes, qui est l'ATP7A. Donc, imaginez avec moi, si la protéine ATP7A est mutée, est altérée, qu'est-ce qu'on a dit? Ce qu'on avait dit par rapport à la protéine ATP7A, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait, la protéine ATP7A? Souvenez-vous. Très bien, elle transporte le cuivre au niveau de la membrane basolatérale. Donc, de l'entérocyte vers la veine porte. De l'entérocyte vers la veine porte. S'il y a mutation de cette protéine-là, donc il n'y aura plus de cuivre qui va passer la veine porte. D'accord? Donc, il n'y aura plus de cuivre au niveau sanguin, tout simplement. Ok? Très bien. Donc, on l'appelle aussi la maladie des cheveux crépus. Maladie des cheveux crépus. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle maladie des cheveux crépus? Pourquoi? Parce que parmi les symptômes de cette maladie-là, il y a un qui est vraiment révélateur et caractéristique de cette maladie,
c'est que les nouveau-nés qui naissent avec cette maladie-là ont les cheveux sous forme de fil de fer. Sous forme de fil de fer. Ils ont les cheveux comme des fils de fer, tout simplement. D'accord? C'est pour ça qu'on les appelle, on appelle la maladie des cheveux crépus. Très bien. Concernant la physiopathologie, on revient un petit peu pour que vous puissiez comprendre. Donc ici, ça c'est dans le cas normal. Nous avons dit que le cuivre, une fois qu'il traverse la membrane apicale, il va traverser la membrane basolatérale grâce à l'ATP7A, la protéine manquise. Maintenant, si cette protéine-là est mutée, il n'y aura pas de cuivre qui va passer au niveau de la veine porte. D'accord? Donc tout le cuivre va rester au niveau digestif. Il ne va pas être absorbé. Cliniquement, comment est-ce que se manifeste cette pathologie-là? Il faut savoir que cette pathologie se manifeste en période néonatale. Ça veut dire que dès que l'enfant naît, dans les premiers jours, dans les premiers mois, il y a déclaration de la maladie. Ok? Ça veut dire que c'est une maladie à déclaration néonatale. D'accord? Parfait. Les signes cliniques, vous avez une encéphalopathie convulsivante, d'accord, qui commence dès l'âge de 3 mois. Encéphalopathie convulsivante. Vous savez ce que c'est que l'encéphalopathie? De manière générale, atteinte du système nerveux central. D'accord? Ok. Convulsivant, ça veut dire qu'il y a des convulsions. L'enfant présente des convulsions. Ok? Très bien. Vous avez un retard psychique et physique sévère, ou bien moteur. Un retard psychique et moteur sévère. Vous avez une hypotonie, justement, qui est secondaire à ce retard moteur. Hypothermie, ça veut dire qu'il y a une diminution de la température corporelle. Il y a aussi altération cutanée vasculaire et osseuse. Et vous avez aussi le fameux aspect caractéristique de la maladie, c'est les cheveux en fil de fer. Ok? Très bien. La biochimie, alors quelqu'un peut me dire, qu'est-ce qu'on va retrouver dans le sang? Est-ce que le taux plasmatique du cuivre va être élevé au niveau du sang ou bien effondré? Logiquement. Effondré. Donc le cuivre sanguin ainsi que la céruloplasmine effondré. D'accord? L'effondrement du taux plasmatique de la céruloplasmine et du cuivre sanguin. L'élimination fécale du cuivre, elle sera augmentée ou bien inhibée? Alors imaginez, il n'y a plus de cuivre qui passe la veine porte, il restera dans le tube digestif. Donc automatiquement, le cuivre fécal va être augmenté. Donc si on dose un petit peu le cuivre dans les fécès, on va trouver un cuivre augmenté. Ok? Déficit dans certains enzymes qui nécessitent du cuivre pour fonctionner, tels que l'oxydase, les enzymes qu'on avait vus tout à l'heure. Donc puisqu'il n'y a pas de cuivre, il n'y a pas d'enzyme qui fonctionne avec du cuivre, tout simplement. D'accord? Compris jusqu'à présent? Ça, c'est la maladie de Menkes. Donc, absence de traitement réellement efficace jusqu'à nos jours. Ok? Parfait. Deuxième maladie, c'est la maladie de Wilson. Maladie de Wilson, c'est un petit peu, pour faire simple, c'est un petit peu le contraire de Menkes. Maladie de Wilson, c'est aussi une maladie héréditaire, d'accord, qui est aussi rare que la première. Donc, prévalence 1 sur 30 000 jusqu'à 1 sur 100 000. Ok? Transmission, cette fois-ci, non pas liée à l'X, mais autosomique récessive. Qu'est-ce que ça veut dire récessive? Vous avez fait génétique en première année. Récessive, ça veut dire quoi? Exactement, c'est ça. Récessive, ça veut dire pour qu'elle se déclare, il faut qu'elle soit homozygote. D'accord? Si par exemple une personne a un gène normal dans le premier chromosome et un gène muté dans le deuxième chromosome, il n'y a pas de déclaration de la maladie. D'accord? Mais si il a les deux, ça veut dire que il va y avoir déclaration de la maladie. Récessif, c'est contrairement à dominant. Il y a des maladies qui sont autosomiques dominantes. Ok? Récessif, ça veut dire qu'il faut... Pardon? Menkes, non, elle n'est pas dominante. Elle est récessive, elle est liée à l'X. Mais puisque l'homme ne contient pas un autre copie, ça veut dire obligatoirement elle est dominante. Chez les femmes, non. Il faut qu'elle ait 2 X mutés, chose qui est vraiment peu probable, pour qu'elle développe la maladie. C'est comme l'hémophilie, c'est la même chose. Ok? Très bien. Alors, la mutation ici, elle touche la protéine ATP7A ou bien ATP7B. ATP7B, qui est la molécule, la protéine Wilson. D'accord? Donc, elle se caractérise par quoi? Donc, puisqu'il n'y a plus de protéine ATP7B, on avait dit que la protéine ATP7B, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va éliminer une partie du cuivre et elle va intégrer une partie du cuivre au niveau de la céruloplasmine. Donc, s'il n'y a pas de protéine ATP, donc ça, c'est la normale. Vous voyez ici, tout ce qui est normal. D'accord? Vous voyez voir la protéine ATP7B, elle élimine le cuivre et elle intègre le cuivre dans l'apocéruloplasmine. S'il n'y a pas d'ATP,
7B, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y plus avoir de cuivre qui sera éliminé par la bile. Il va plus y avoir de cuivre qui sera intégré à la cérulloplasmine, donc il y aura plus synthèse de cérulloplasmine. Et de ce fait, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir accumulation du cuivre au niveau de l'hépatocyte. Le cuivre ne peut plus sortir de l'hépatocyte, il va s'accumuler au niveau de l'hépatocyte. Et à un certain moment, qu'est-ce qu'il va faire ce cuivre-là? Il va ressortir de l'hépatocyte en direction du sang sous forme libre, CU libre, non lié à aucune protéine. D'accord? Et ce CU-là libre est toxique. Quand il est libre, le cuivre, il est toxique. Il faut qu'il soit lié en quelque sorte sous forme atoxique à une protéine, à l'albumin ici, pour qu'il soit atoxique. Quand il est libre, il sera toxique. D'accord? Compris? Parfait. Maintenant, les signes cliniques. Les signes cliniques, contrairement à la première maladie, la maladie de Wilson, elle se déclare généralement vers l'adolescence. Elle se déclare vers l'adolescence. Donc, l'effet toxique du cuivre ne se manifeste pas directement. Il faut absolument qu'il y ait accumulation du cuivre durant 20 ans, 15 ans pour que les effets toxiques commencent à apparaître. Ok? Donc, la première, donc ici, les effets toxiques qu'on va retrouver sont liés aux organes qui accumulent le cuivre. Donc, vous avez le foie, comme on avait vu tout à l'heure, le cerveau et l'œil, les yeux. D'accord? Donc, vous avez une cirrhose hépatique qui va aboutir qui peut aboutir à un carcinome hépatique. D'accord? Vous avez une dégénérescence des noyaux gris centraux, donc trouble du système nerveux central. Vous avez une atteinte rénale et vous avez aussi cette clinique-là, ce symptôme-là, qui est très caractéristique et spécifique à la maladie de Wilson. C'est quoi? C'est l'apparition d'un anneau vert péricornéen. Ça veut dire dans l'œil, dans la périphérie de la cornée, il va y avoir un anneau verdâtre qu'on appelle l'anneau de Kayser-Fleischer. Kayser-Fleischer, ça. Vous voyez un petit peu? Ça, c'est un œil qui présente un anneau de Kayser-Fleischer. Vous voyez ici ce qui est orangé, ici vert foncé, c'est le cuivre qui s'accumule au niveau de la cornée. D'accord? Dès que vous voyez ça, directement, c'est maladie de Wilson. C'est une accumulation du cuivre. Compris? Très bien. Biochimie, donc logiquement, le cuivre urinaire, puisqu'il n'est pas le cuivre, il n'est pas éliminé par la bile, le cuivre libre va être éliminé par quoi? Par le rein. Il n'y a qu'un seul moyen, c'est le rein. Donc le cuivre urinaire va être augmenté. Ok? Le cuivre sanguin, est-ce qu'il va être augmenté ou bien diminué? Non. Je comprends votre logique, vous allez dire que ça va être augmenté. Mais en réalité, c'est le cuivre libre qui va être augmenté. Le cuivre total va être abaissé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de cérulloplasmine. Parce que la majorité du cuivre sanguin, c'est la cérulloplasmine. S'il n'y a pas de cérulloplasmine, le cuivre va s'abaisser. Mais vous avez raison, le cuivre libre va augmenter. Donc il y aura augmentation du cuivre libre, mais le cuivre total va être abaissé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de cérulloplasmine. D'accord? Donc la cuprimie et la cérulloplasmine seront abaissées. Ok? Très bien. L'élimination fécale du cuivre sera augmentée ou bien diminuée? Alors, l'élimination digestive du cuivre. Réfléchissez. Diminuée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bile. Donc le cuivre ne sera plus éliminé par la bile. Et de ce fait, la quantité qu'on retrouve dans le tube digestif sera diminuée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de sécrétion biliaire. Okay? Du cuivre. On appelle la TP7B, elle permet l'élimination du cuivre par la bile. Quand elle est mutée, il n'y aura plus de cuivre dans la bile. Et de ce fait, puisque la bile se déverse au niveau du tube digestif, le cuivre déversé ne sera plus important, donc parce qu'il y a mutation de la protéine. Okay? Et le cuivre tissulaire au niveau du cerveau ainsi que des différents organes, est-ce qu'il sera augmenté ou bien inhibé? Ou bien diminué? Il sera augmenté. Donc dans le système nerveux central par exemple, si on prend une biopsie, bon pas du système nerveux central, une biopsie par exemple hépatique, d'accord? Et on dose le cuivre dans cette biopsie-là, on va retrouver une grande concentration de cuivre dans le foie. D'accord? Compris? Parfait. Ici, après vous voyez ce tableau, il compare un petit peu les valeurs des différents paramètres chez un sujet normal et chez un sujet atteint de maladie de Wilson. Traitement. Qu'est-ce qu'on utilise comme traitement? Donc il existe un traitement pour cette maladie. Généralement, on utilise des chélateurs de cuivre. Chélateurs du cuivre. Qu'est-ce que c'est que les chélateurs de cuivre? Ce sont des médicaments, d'accord, qui vont se fixer avec le cuivre et qui vont l'internaliser en quelque sorte, de telle manière à neutraliser son effet toxique. D'accord? On peut utiliser par exemple la dépénicillamine, la triontine et la tétratiomolybdate. Et le tétratiomolybdate. D'accord?
Mais il est nécessaire de commencer le traitement à l'avance, avant déclaration de la maladie. Pourquoi? Parce que si la cirrhose hépatique s'installe, donc si on passe à côté, parce que on avait dit que la maladie ne se déclare pas dans les premières années de vie, elle se déclare à l'adolescence. Et généralement, quand elle se déclare, c'est un petit peu trop tard, parce que la cirrhose hépatique, elle est déjà installée. Et c'est la cirrhose hépatique qui pose problème. D'accord? Parfait. C'est pour cela qu'il faut prévenir en quelque sorte la maladie. Comment est-ce qu'on prévient la maladie? Par une enquête familiale. Donc on va voir dans la famille s'il y a des personnes qui ont été déjà atteintes de la maladie de Wilson. Donc dans la fratrie, si une personne a déjà été atteinte de la maladie de Wilson, ses frères et sœurs automatiquement vont faire l'objet d'une surveillance pour éviter justement qu'ils ne développent la maladie à l'état très avancé. Ok? Aussi, on va faire pour ça des examens ophtalmologiques aussi, d'accord, pour voir l'apparition de l'anoplésie fléchaire, ok, et ainsi de suite. On peut aussi conseiller génétiquement la famille désireuse d'avoir des enfants, d'accord. S'ils ont cette maladie dans la famille, il faut qu'il y ait un conseil génétique pour prévoir d'avoir une descendance qui porte avec elle cette maladie-là, d'accord. Est-ce que vous avez compris?